Salut Joss. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation pour le podcast. Cool. Yes. Puis hier, on était à la soirée du BC 360. Yes. Et tu as remporté le prix pilier de l'année en immobilier. Yes. Premièrement, félicitations. Pour le monde qui écoute ça, on va probablement être en début 2020. Ouais. Mais c'est un très bel accomplissement pour 2019. Raconte-nous un peu comment tu as trouvé ça, un peu l'événement hier. Puis, Jamie m'a appelé il y a 3 semaines, 1 mois à peu près, puis il disait « Hey Jocelyn, on te mettra en nomination dans une catégorie. » Puis là, catégorie de quoi? De quoi tu parles? La nomination de quoi? Je m'attendais pas à ça du tout. Puis il dit « Chaque année, j'organise les Lincoln BC 360 Awards. » Puis c'est les gens qui ont un peu de visibilité sur les réseaux sociaux, mais dans toutes sortes de niveaux, croissance personnelle, immobilier, gens financiers, en tout cas. Leadership, ouais. Fait qu'il y a une douzaine de catégories, puis il dit là, on a pensé te mettre en compétition avec d'autres membres là, pour pilier de l'immobilier. Fait que, sur le coup, ça me fait un petit vlog. Je dis, ça fait du sens, mais je connais pas la chose, Fait que je dis, parfait, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, envoie-nous une petite bio, si, ça. Parfait. On envoie ça. Puis à un moment donné, je commence à voir la promo qu'il fait sur les réseaux sociaux. Je dis, wow, c'est big, là. C'est pas rien, là. Puis là, je regarde l'année passée, je vais voir le site Internet. Je dis, OK, là, il y a du monde qui vont voter là-dessus. Fait que là, je fais, c'est stressant un petit peu. Ouais. Puis ils ont tellement tapissé les réseaux sociaux solides que j'ai été, je pense, 2 jours à pas dormir avant l'événement. je regardais, puis je voyais ma face partout, puis je voyais la compétition partout. Ouais. Puis j'étais en compétition avec un chum aussi, Patrice Ménard de PMML. Ouais. Fait que c'est le fun d'être en compétition, mais en même temps, pour moi, c'est un icône. C'est lui qui me montrait à faire de l'immobilier il y a 10 ans. Ouais. Ça fait partie de mes coachs. Être en compétition avec lui. Puis, Marc Lefort, c'est quand même McGill. Là. C'est pas tout petit. Fait que là, je fais comme lui avec, c'est un autre icône là, à sa manière là, en immobilier. Un pro du marketing pour vendre des condos. Fait que c'était juste d'être en nomination, c'était très gratifiant. Mais là, les 2 dernières journées, j'étais comme vraiment sur le stress. Puis moi, je prends tout à cœur un petit peu plus que tout le monde, je pense. Quand je joue au hockey, je prends ça à cœur. Je fais du jogging, je prends ça à cœur. Mais là, je suis en compétition, je suis vraiment en compétition. Fait qu'à 4h15 l'après-midi, j'ai appelé Patrice. J'ai dit, t'es mon chum, si je gagne pas, je veux que ça soit lui qui gagne, mais je veux gagner parce que je suis compétitif. Il m'a dit la même chose. On s'est comme dit la même chose en même temps. Fait qu'on a trouvé ça bien drôle. Puis finalement, c'est lui le premier que j'ai pris dans mes bras quand j'ai gagné. Là, il était assis à côté de moi. Puis, puis pour l'avoir vu, c'était beau avoir deux champions exactement, du respect dans la compétition. Puis je pense que les 3 nominés, justement, ont accompli des belles choses. Je connais un petit peu moins Marc. Puis ouais. C'est pas que c'est moins le fun d'être en nomination avec lui. C'est un honneur quand même. Mais Pat, c'est un ami, ça fait 10 ans. Là, on se côtoie, on va en vacances ensemble. Et j'ai fait comme, wow, c'est le fun là, de voir que malgré la compétition, on est resté quand même proches, puis on était contents un pour l'autre. Ouais. Fait que félicitations pour ça. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Jocelyn, aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler de l'homme derrière les mordus. Beaucoup de gens te connaissent pour les mordus d'immobilier, une communauté que vous êtes rendu, je pense, à plus que 40 000 membres. 44 000 membres sur le groupe, plus de 20 000 sur la page. Puis on a un site Internet qui roule beaucoup avec beaucoup d'informations, des blogs, toutes sortes de choses. Fait que c'est super intéressant. Les Mordus, qui est une communauté aussi pour au niveau de l'accompagnement, formation pour les investisseurs. Peu de formation. C'est plus une communauté d'entraide que j'aime ça appeler. Donc les gens, entre eux autres, vont s'entraider. Puis nous autres, si on a la chance de faire des petites formations, puis des journées, on donne 3 journées qui s'appellent la faculté des mordus. Mais ces journées-là, ça commence très tôt le matin, finit à 5 heures un samedi. Comme ça, tout le monde peut participer, pas de contraintes de travail. Puis durant ces journées-là, je prends un peu de tout ce que j'ai vu dans les autres formations. Puis là, avec mon équipe, on bâtit de quoi sur mesure pour être certain que ce soit une journée qui soit motivante, qui va te donner des nouvelles connaissances, qui va te craquer, puis va te donner une coup de pied au cul, ça prend pour démarrer. Fait que, les plus jeunes, les plus débutants, eux autres, vont avoir la chance de se faire donner le bon coup de pied au cul. Puis ceux qui sont plus avancés puis qui roulent déjà, vont sortir de là avec des nouvelles connaissances. Puis au niveau réseau de contact, c'est important le réseau de contact. Hein, on l'entend souvent, là, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, en tout cas, chose du genre. Ouais. Un vieux proverbe africain. Mais c'est tellement vrai, quand tu as le bon réseau de contact, souvent je dis, je peux pas arriver à faire tout ce que je fais tout seul. Mais si je connais un petit peu dans tous les domaines, que je sais me diriger dans tous les domaines un petit peu, mais que j'ai un spécialiste dans chacun des domaines qui est rejoignable à un coup de téléphone. Quelqu'un qui te répond à son cellulaire à chaque fois que tu l'appelles parce qu'il sait que c'est toi, là, tu vas devenir un champion.
Fait que, tu sais, moi, j'ai un CPA, quand je l'appelle, il répond tout de suite. J'ai un fiscaliste, quand je l'appelle, il répond tout de suite. Mon avocat, quand je l'appelle, il lâche ce qu'il fait puis il prend mon appel. Fait que ça me permet d'aller vite. Si j'avais des gens il faut que j'envoie un courriel, prendre un rendez-vous téléphonique pour réussir à y parler, là, on ne pourra pas aller vite avec ça. Là. C'est pas la même vitesse. Ouais. Exact. Fait que la force du réseau, puis justement, vous organisez aussi des événements de réseautage régulièrement là, qui sont d'ailleurs pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier. Là, je recommande fortement là, les 5 à 7 des mordus. La qualité des gens qui participent, tu as autant, comme tu dis, des débutants, mais aussi des gens qui sont très Écoute, très je t'en raconte une bonne. Là, on était au Houston de Laval il y a 2 semaines à peu près. Puis il y a un jeune qui vient me voir, il dit « Écoute, la première fois que je t'ai contacté sur Facebook, j'avais 15 ans. » Puis là, je regarde, je dis « Pas vieux quand même. » Il dit « Là, j'ai 18 ans, puis c'est la première fois que je participe à un mordu. » Fait que tu sais, ça, c'est une récompense, là, tu sais, parce que tu sais, tout monter ça, les mordus immobiliers, là, c'est pas avec ça qu'on gagne notre vie, là. C'est vraiment une passion, puis on veut donner au suivant. Ouais. Mais tu sais, quand j'ai des jeunes qui viennent me voir comme ça, ou quand on remporte des prix comme hier, ben c'est la paye de tout ce travail-là. Là. Ouais, c'est le fun, ça. Puis, justement, au niveau du réseau de contacts, on sait que c'est important. Comment on bâtit des bonnes relations? Je pense que tu es quelqu'un qui a réussi à développer justement des bonnes relations avec du monde. C'est quoi ton secret? Je vais te donner un truc. Un truc. Je l'ai vécu tantôt. Quelqu'un qui me demande un prêt privé. Puis, je dis, donne-moi ton numéro de téléphone puis ton courriel. Je vais t'envoyer l'information par courriel. Puis, je te rappellerai pour faire un suivi. Ce gars-là, il me donne le numéro de téléphone, il dit on verra. Il me donne le courriel, il dit on verra pour le numéro de téléphone. Tu vois le genre de relation que ça a bâti? Moi, je suis un gars super ouvert. N'importe qui me demande mon numéro de cellulaire, j'y donne. Tu sais, quand je suis occupé, là, je ferme la sonnerie. Je mets mon téléphone de côté. Tu sais, comme présentement, le téléphone il est allumé, la sonnerie est fermée. Ben, tu me dérangeras pas. Puis si je veux faire de la business dans la vie, il faut que je réponde à mon téléphone. L'opportunité, elle va venir d'où? Toute opportunité, là, dans 90% des opportunités aujourd'hui, proviennent du téléphone. Fait que si tu laisses ton téléphone ouvert, c'est parfait. J'ai rien contre les gens qui disent « ben moi, à 5 heures, je ferme mon téléphone, c'est fini pour la soirée, c'est la famille. » Pas de problème, tu me laisses toutes les opportunités. Parce que les opportunités, là, c'est après 5 heures qu'ils se font. Ouais. Les gens, là, ils hustlent toute la journée, ils travaillent, ils courent, ils font la business qu'ils peuvent faire parce que les bureaux sont ouverts. Puis c'est quand qu'ils distribuent leurs opportunités. Quand ils arrivent à la maison, là, ben, ils vont placer les enfants, faire les devoirs, puis ils font comme, OK, parfait, là, l'opportunité que je pense que j'ai aujourd'hui, je vais l'analyser, je vais la revendre à Jocelyn. Ouais. Parce que Jocelyn, il répond à 8 h le soir. Ouais. Il y a des gens qui disent, je pensais te laisser un message. Non, t'as appelé, je te réponds. C'est un respect. Tu m'as appelé, je te réponds. Pas, laisse-moi un message, puis quand ça me tentera, mon ami, je vais t'appeler. Il faut se respecter comme ça. Mais oui, évidemment, des fois, je suis avec la famille, puis je peux pas. Des fois, je suis avec une réunion, je peux pas. Mais je suis tout le temps ouvert à faire la business. Je suis pas le genre à rester évaché devant la télé. Puis encore là, la télé, je peux la mettre sur pause maintenant. Là, Si on est en train d'écouter le hockey, mettre la game sur pause, prendre un appel, on continue la game après, puis on se rattrape avec les pauses commerciales. Ouais. Ça, c'est la différence de, je pense, quand tu fais quelque chose que tu aimes aussi, qui te passionne, c'est là que ça te dérange pas, puis ça vient... Il y a beaucoup de monde qui me disent fais attention à ta santé, il me semble que tu fais beaucoup d'heures, puis... OK, c'est parfait, mais quand tu pars à la chasse pendant une semaine, 24 heures sur 24, parce que tu couches dans le bois, puis... Est-ce que pour toi, c'est dangereux pour ta santé? Ah non, c'est une passion, ça, c'est pas pareil. Mais moi, c'est la même chose. Ouais. Tu sais, aller jouer au hockey ou faire de l'immobilier, qu'est-ce que j'aime d'autre? N'importe quoi, passer du temps avec ma famille, être au travail. Le travail, c'est ma famille aussi, là. Je ressens la même chose, là. C'est super important pour moi que l'atmosphère au bureau, ça soit comme des membres de ma famille. C'est super important pour moi de faire du sport à tous les matins. Tu sais, je ne manquerais pas ça pour tout l'heure du monde, mais je ne m'hypothèque pas en allant faire du sport à tous les matins. J'aime ça. Quand je pars à faire une demi-heure de jogging, je me dis pas, ben là, je vais trop user mes genoux. Mais non, je vais faire du jogging parce que l'endorphine, la sérotonine, ou je ne sais pas trop qu'est-ce que ça procure, à mon cerveau, ça fait de l'euphorie. Puis grâce à ça, j'ai pas besoin de me droguer. C'est une drogue, dans le fond. Ouais. C'est la même chose pour l'immobilier. Je fais de l'immobilier parce que j'aime ça. Je fais de la business aussi parce que j'aime ça. Parce que j'ai remarqué aussi que oui, il y a le côté immobilier, mais il y a le côté entrepreneurship. Ouais. Tu sais, d'être dans les problèmes jour après jour. À un moment donné, quand je me suis rendu compte qu'un bon entrepreneur, un bon investisseur immobilier, là, c'était quelqu'un qui surfait de problème en problème en gardant une bonne attitude, j'ai fait « Asti, je vais avoir la meilleure attitude possible, moi. Ouais. » C'est sûr et certain qu'à chaque fois qu'il va y avoir un problème, ben oui, des fois je sac, puis surtout après l'imprimante, mais oui, des fois je sac, puis des fois, tu sais, je vais m'emporter. Mais le premier réflexe que je vais avoir, ça va toujours être de dire « Bon, parfait. C'est quoi le message que la vie m'envoie, là? »
qu'est-ce qu'il faut que je règle pour que ça aille mieux? Par où est-ce qu'il va falloir que je passe? Puis je le sais que la bonne solution va tomber sur mon chemin quand ça va être le temps. Il faut juste pas lâcher, continuer. Les gens qui ne réussissent pas là, en entrepreneurship ou en immobilier ou whatever, là, c'est juste qu'ils vont abandonner trop vite. C'est sûr que c'est ça. Ou ils ont fait aucun calcul, puis ils se sont fait frauder, puis ils se sont fait vendre par un courtier qui avait un deal, puis il n'y en avait pas, puis ils n'ont pas pris le temps. Mais si tu prends le temps de faire les calculs, d'analyser ce que tu fais comme faut, que tu prends ton temps à faire la transaction comme elle se doit d'être faite, donc inspection, évaluation, il n'y a pas bien de chance là, qu'il t'arrive des grosses tuiles. Puis si tu vas chercher la bonne formation, les bonnes informations, justement. Ben oui, ça, je te disais tantôt. Si tu as le bon réseau, puis tu connais un petit peu de tout. Tu sais, je connais pas la structure du bâtiment, mais quand j'entre à une place, ça sent le moisi. Je vais appeler un spécialiste des moisissures. Je vais dire, hey, hop, stop. Puis là, le gars me dit, ah non, il n'y a pas de moisissure ici, on l'a fait inspecter. OK, as-tu un rapport de ça? Non, on l'a perdu. Ah, je vais te faire confiance sur parole. Non, je vais faire mon spécialiste en moisissure, tu sais. Ouais. C'est simple, là, c'est juste du gros bon sens. Puis souvent, les gens qui n'ont pas réussi, ils te le diront pas, ce côté-là. Ah, ben j'avais pas fait l'inspection pour la moisissure. Ou sont même pas conscients, des fois. Oui, je te dirais que 90% des gens, quand ils ont un problème, ils cherchent un coupable au lieu d'analyser ce qui s'est vraiment passé puis de pas refaire la même erreur. Puis c'est plus facile de trouver un coupable à l'extérieur que se blâmer soi-même. Là. Puis ça, c'est mon professeur de 3e secondaire qui avait dit, Jocelyn, à part le jour de ta naissance, tout ce qui t'arrive, c'est de ta faute. Pars avec ça. J'ai rien compris quand j'avais 14 ans, là. Mais à un moment donné, j'ai fait des lectures, puis ça m'est revenu. J'ai dit, hey, Kamal, il avait bien raison. Kamal, c'est un Égyptien, il avait participé aux Jeux olympiques en badminton de 1976 à Montréal. Je ne sais pas s'il avait gagné ou pas, mais en tout cas, c'est un Olympien. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de secondaire 3 olympien. Un bon professeur, ça. C'est un bon professeur, puis il y avait des bons conseils comme ça, mais à cette époque-là, je ne comprenais rien. Je le trouvais plutôt comique, mais je ne comprenais rien. Puis il y a plein de ces conseils comme ça qui me sont venus quand j'ai fait de la croissance personnelle. À un moment donné, le conseil, c'est vrai qu'Amal m'avait dit ça, mais là, je comprends parce que le livre que je viens de lire expliquait ce qu'il voulait me dire. Je comprends parce que Tony Robbins l'a expliqué pendant 1 heure au lieu que Kamal me fait juste un commentaire en pensant que je vais tout comprendre. Oui, puis à 14 ans, tu n'es pas rendu là nécessairement. Écoute, à 24 à 34, je t'ai probablement pas rendu là encore. Cool. Puis, je veux qu'on parle un peu justement de ton background plus comme entrepreneur. Beaucoup de gens maintenant te connaissent grâce à l'immobilier. Je pense que quand tu es tombé dans l'immobilier, tu étais plus sur ton X, mais en même temps, l'immobilier, c'est un gros rapport avec l'entrepreneuriat. Puis tes débuts, toi, tu as commencé dans l'asphalte, si je ne me trompe pas, ta première compagnie. Moi, j'ai commencé 19 ans. 19 ans, j'ai pas de secondaire 5, je sais pas où est-ce que je m'en vais. On est dans le temps des fêtes à la maison, tempête de neige dehors. Puis à l'époque, l'information, on prenait ça dans le journal. Il n'y a pas de tablette électronique, des affaires comme ça. Puis le conjoint de ma mère était assis à la table, puis on jase, puis je feuillette le journal. Tu sais, je semi-lis le journal. Quand il y a un bon article, on arrête de jaser, je lis l'article. Puis là, Henri m'avait dit, Jocelyn, il dit, toi, là, tu es un entrepreneur dans l'âme. Là, je me suis dit, moi, je suis quelque chose. Le petit gars n'avait pas trop confiance en lui. Puis là, il a suscité mon attention. Puis là, je l'écoutais. Puis là, il dit, toi, tu n'auras jamais de patron. T'aimes ça? J'avais une petite run de déneigement avec ma souffleuse. J'avais un Ford Tempo Bleu Poudre avec un trailer. J'allais faire déneiger des cours. L'été, je coupais des gazons. Je passais le journal. Peut-être pas à 19 ans, mais j'avais fait ça toute ma vie. Fait qu'il dit, toi, tu trouves des solutions pour faire de l'argent, puis tu es entrepreneur. Ça me convient, j'aime ça. Ça sonnait bien à mon oreille. Je tourne les pages, puis il n'y a rien qui arrive à rien dans la vie. Puis là, à un moment donné, je tombe sur une publicité de l'Académie de l'entrepreneurship. Donc là, on tente Noël, jour de l'an. Disons qu'on est le 27 décembre. J'ai pas pris de note, là, mais à peu près. Puis le 9 janvier, il y a une nouvelle cohorte qui commence. Fait que j'appelle à l'école, là, c'est fermé, je laisse un message, ils me rappellent. Puis sans avoir de secondaire 5, c'est un diplôme d'études collégiales, j'ai réussi à convaincre la directrice de m'engager. Pas de m'engager, mais de m'inscrire pour la prochaine cohorte. Fait que j'arrive le 9 janvier. Puis c'est une classe à peu près d'une 20aine de personnes. Puis je te sens au milieu de la classe. Formule en U. Fait que là, il commence à sa gauche, donc à ma droite. Puis là, le premier, il dit, moi, mon projet, c'est ça. OK, il fallait que j'aie un projet. Là, le deuxième, mon projet, c'est ça. Là, mon projet, c'est ça. Là, je suis tout Christ, faut me trouver un projet, moi, là. J'en ai 7-8, je prenne une minute. Ouais. J'ai comme 10-15 minutes en avant de moi avec les commentaires du professeur. Là, il arrive à moi, puis là, je dis, moi, j'aimerais ça faire de l'entretien, réparation d'asphalte ou quelque chose du genre. Il dit, en tout cas, j'ai un de mes chums va une compagnie de ça, tu viendras me voir à la pause.
Il n'y a rien qui arrive pour rien. L'annonce du journal se trouve tout seul qu'il y a l'académie. J'arrive, premier cours, le professeur me dit je connais quelqu'un. Puis dans la vie, il faut que tu saches reconnaître ces signes-là. Hein. La vie va tout mettre en avant de toi pour qu'il arrive ce qui doit arriver au bon moment. Puis ça, je le crois beaucoup, beaucoup. Je ne suis pas tellement spirituel, Jésus, ces affaires-là, Mohamed, ou je ne sais pas trop. Je ne suis pas là-dedans pantoute. Mais tout ce que je sais, je crois à l'énergie. Puis si tu pousses dans la bonne direction, puis tu respectes ton prochain, puis des théories de religion, mais que je mets juste à dire, sois gentil avec les autres, pousse dans la bonne direction, puis la vie va t'amener ce que tu as besoin. Mais c'est un peu ça que j'ai fait sans m'en rendre compte. Puis là, j'ai été rencontrer ce professeur-là, puis de fil en aiguille, tranquillement pas vite, je suis le gars arrivé le moins bien préparé. Tu comprendras, je suis arrivé, j'avais pas de projet, mais je suis le premier qui s'est lancé en affaires. Je suis le premier que son plan d'affaires a été complété. Puis cette entreprise-là, je l'ai eue pendant 10 ans. Ensuite, je l'ai vendue à quelqu'un, puis elle existe encore aujourd'hui, 24 ans plus tard. Wow. 24, 25, 26 ans plus tard. Wow, puis 10 ans quand même, fait que j'imagine que ces années-là, ça a été assez formateur. Tu as dû apprendre beaucoup pendant ces 10 années-là au niveau de... qu'est-ce qui t'a le plus... qu'est-ce que ça t'a le plus apporté? Honnêtement, je trouve que j'ai stagné un peu. Okay. Cette entreprise-là me permettait de super bien vivre l'été, mais évidemment, tu comprendras, quand vous sautez qu'il y a de la neige, je tombais cassé comme un clou. Fait que là, l'hiver, je me trouvais d'autres petits projets. Fait que je faisais de la peinture, de la rénovation, toutes sortes d'affaires. L'année du grand verglas, j'ai déglacé des toitures. Fait que j'avais un vieux char, j'attachais des échelles directement sur le top. J'étais débrouillard. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit, ça me prend de quoi de plus stable. Okay. Puis après ça, je me suis associé dans un garage de débossage là, avant de faire du... avant de rentrer dans l'immobilier? Avant de rentrer dans l'immobilier, oui. OK. Puis qu'est-ce qui t'a amené justement à l'immobilier? Je pense que c'est pas un accident, mais t'as vu une opportunité là, avec ta maison, c'est ça, la vente de ta maison? Oui, c'est ça. Ben, j'ai vendu, mettons, en 99, j'ai acheté une maison. 2006, je décide de la vendre parce que ma conjointe est enceinte. Fait que là, ça prenait une chambre de plus. On avait déjà un enfant. Puis de la façon dont c'était configuré, c'était pas bien configuré. Puis il y avait ouvert un rond-point à 1 kilomètre de la maison que j'avais à ce moment-là. Fait que j'ai fait comment? Je vais faire une offre là-dessus. Là, je fais le calcul. OK, il faudrait que je vende ma maison. Mais là, combien je vais vendre ma maison? Je suis amené une courtière. La courtière, elle vient à la maison. C'est une fille que je connaissais. Elle fait le tour de la maison. Elle dit, d'ici 24-48 heures, je te reviens avec le prix que ça va se vendre. Fait que je fais OK. Là, elle me fait un prix. Moi, je fais, mais voyons donc. Il faut comprendre que début des années 2000, ça a été des années vraiment prolifiques parce qu'en 90, l'immobilier a stagné beaucoup. Ça a été difficile pour les investisseurs immobiliers dans les années 90. Donc, début des années 2000, ça a explosé. Là, j'ai profité de ça. Fait que j'avais payé la maison un prix. Je l'ai revendu 2 fois et demi le prix que j'ai payé 5 ans avant. Fait que, c'était vraiment beaucoup d'argent pour moi à cette époque-là. Puis là, j'ai fait, j'ai trop d'argent pour bâtir ma nouvelle maison. Qu'est-ce que je vais faire? Mais là, j'ai fait comme je veux vraiment faire de l'immobilier. Là, ouais. J'avais aucune formation, aucune connaissance. Puis là, j'ai dit, il faut que je trouve une bâtisse pour abriter le garage de débossage. Fait que ça a été comme le premier move que j'ai fait pour réinvestir en immobilier. C'était ma 3e maison. Fait que, dans le fond, j'ai vendu ma 2e maison pour bâtir la 3e, mais l'argent qui est resté, mon premier investissement immobilier. OK. Puis à ce moment-là, ça a été une expérience pour l'industriel que tu as cherché? Oui, j'ai acheté comme les bâtisses en dôme. Là. Ouais. J'aurais jamais dû faire ça, mais j'ai une belle innocence, puis je suis un gars qui trouve des solutions. Fait que j'achète une bâtisse en dôme. Ça me prend 6 mois de l'acheter. Je sais pas c'est quoi une phase environnementale. J'ai pas lu les baux. Aucune idée comment ça fonctionne. Moi, je suis les courtiers et tout ça. Puis finalement, je fais quand même une bonne transaction. Mais durant ce temps-là, j'ai vendu mes parts à mon associé puis je suis plus dans le débossage. Mais dans ma tête, je dis, c'est pas grave. Le gars en arrière qui paye le loyer, parce que la partie arrière était louée, il paye suffisamment pour clairer break-even. Fait que je ferai le profit quand je vais louer le devant, puis au pire, je loue le devant pas cher, puis je fais juste un petit peu de profit, pourvu que l'hypothèque se paye. Je suis propriétaire, on est à peu près le 15 décembre. Fait que je fais comme, bof, un petit peu au-dessus de mes affaires. Je vais attendre après les vacances de Noël pour aller voir le propriétaire, le locataire. Puis quand je vais voir le locataire, je m'en souviens toute ma vie, je dis « Ah, bonjour, M. Carrier, Jocelyn Grégoire, je suis le nouveau propriétaire. Et puis, écoutez, là, je ne viendrai pas ici à tous les mois, faites-moi donc des chèques post-datés. » Là, il part à rire. Là, le vieux bonhomme, je dis « Qu'est-ce qu'il arrive de moi, lui, là? J'étais quand même plus jeune, tu sais. » Fait que là, il dit « T'as pas lu le bail, toi, hein? » Je dis « De quoi tu parles, le bail? Ouais, ben un peu, je l'ai survolé. » Fait que là, il dit « Parce que mon bail, c'est fini ce mois-ci. T'auras pas de loyer. » Et là, je fais « Ah shit, j'ai 11 000 $ de dépenses par mois qui vont me taper d'en face. » Puis à cette époque-là, je fais à peu près 60 000 par année. Fait que je trouve ça tough.
Fait que grosse panique, il fait à peu près moins 25. Je sors dehors, mon manteau est détaché. Tu sais, je me souviens de la boucane qui sortait, de la vapeur qui sortait de ma bouche. J'appelle le courtier, téléphone à flip dans ce temps-là. Fait que là, je dis, c'est Alexandre. Alexandre, faut que tu me donnes le nom du gars qui essayait d'acheter en même temps que moi il y a 6 mois. Comment ça? Laisse faire. J'ai vraiment besoin de t'y parler. Il me donne le numéro, le nom du gars. J'appelle la réceptionniste, elle dit, il est occupé dans son bureau. Je suis parfait, il dit qu'il bouge pas, je m'en viens. Il est 4 heures l'après-midi, il fait déjà noir là, en hiver. Il descend à son bureau, il me fait attendre 2 heures dans un bureau mal chauffé. Puis là, tu sais, dans ma tête, là, c'est je vais faire faillite. 11 000 $ par mois, je peux pas supporter ça. C'est le double, dans le fond, de ce que je gagne. Fait que, il finit par me laisser rentrer dans son bureau. Puis là, tu sais, Tony Robbins dit souvent, contrôle tes pensées, tu vas contrôler ta destinée. Mon but, c'était de ressortir de là avec soit il m'achète ou il me loue. Fait que je m'en vais m'asseoir avec. Puis là, il dit, crime, il faut pas que je laisse transparaître que je suis dans le pétrin, là. Fait que j'explique, je lui demande pourquoi il voulait acheter, il m'explique. Puis là, je pose, puis je fais beaucoup de questions ouvertes. Puis là, à un moment donné, je sens qu'il se demande où est-ce que je vais aller avec ça, mais mon but à moi, c'est de savoir qu'est-ce que lui a de besoin pour vouloir déménager là. Fait que je pose des questions sur l'état des lieux actuels, sur son propriétaire actuel, sur pourquoi il voulait acheter. Puis, fait que là, il me donne toutes les réponses que j'ai besoin de savoir pour que finalement, après 1 heure et demie à jaser avec lui, il me signe un bail triple net qui me rapportait 5 000 $, 5 000 $ par mois. Fait qu'au lieu d'avoir une dépense, dans le fond, son bail était de 17 000, ça coûte 11 000, moi, je fais 6 000 par mois. Ouais. Ça, c'était autant, sinon plus, que qu'est-ce que je gagnais annuellement. Fait qu'à partir de là, j'ai pu aller me former en immobilier parce que j'avais le choix d'aller travailler ou pas, tu sais. Ouais. Puis, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui me marque? C'est un peu, comme tu as dit au départ, c'est un peu, pas naïf, mais un peu... naïf. On va le dire, on peut le dire naïf. Puis, mais j'aime ça dire que j'ai une belle naïveté qui ne m'empêche pas d'avancer. Ouais. Ça, c'est une qualité, c'est une force, justement, parce que beaucoup de gens, des fois, vont suranalyser avant de se lancer. Paralysie de l'analyse, tu sais, c'est là que ça, je l'ai très peu. Tu sais, la paralysie de l'analyse, c'est quand tu vas trop analyser, puis qu'à un moment donné, tu en sais trop sur le dossier, puis tu trouves trop d'irritants pour rien, tu sais. Ouais. Fait que tu dis, ah non, je fais pas ça à cause de ça, je fais pas ça à cause de ça, je fais pas ça à cause de ça. Mais à un moment donné, il faut que tu te lances puis tu te dises, ben Christy, il y a une opportunité, on va la prendre. Là. Ouais. Alors, regarde plus les points positifs. Arrêtez de voir tous les problèmes possibles puis se concentrer sur les solutions parce que puis même si tu n'en as pas sur le coup, la job d'un entrepreneur ou d'un investisseur immobilier, c'est de trouver des solutions, comme tu disais, c'est un peu ça, puis garder la bonne attitude au travers de ça. Là. C'est ça. Fait que oui, il va y avoir des irritants, oui, il y a des bouts qui vont être plates. Je vais te comparer ça à chaque fois qu'on achète un immeuble. Mon rôle à moi, c'était, dans tout le développement des immeubles qu'on a achetés, c'était plus de trouver le bon deal, le négocier, puis tu sais, l'amener tranquillement pas vite chez le notaire. Après ça, le rôle à Eric, lui, c'était plus à partir de chez le notaire. Il a travaillé aussi au début, là, mais je veux dire, j'étais le leader de ce moment-là. Puis là, lui, c'était le bout après. Il devait, lui, s'occuper de faire la gestion, maximiser, puis tu sais, chaque fois qu'on achetait un immeuble, là, Eric, je l'attendais sacré pendant 2 ou 3 mois. Ah, on n'aurait pas dû acheter ça, ça va pas bien, c'est ça. Puis là, moi, je le ramenais, non, ça va venir, on règle ça. Puis, 1 an plus tard, je disais, il me semble, ça fait longtemps que tu ne m'as pas parlé de tel immeuble. Il dit, t'avais raison, là, il va bien. Ben, tu sais, il ne faut pas oublier que dans n'importe quel projet, quand tu arrives puis tu prends la place de quelqu'un d'autre, le quelqu'un d'autre, il y avait une motivation de vente, ça ne tentait probablement plus. Il a arrêté de mettre de l'argent dans l'immeuble. Tu sais, c'était plus son bébé. Fait que là, quand tu arrives, toi, là, c'est sûr qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été résolus, qu'il y a des problèmes qui ont été patchés au lieu d'être bien réparés, tu sais. Fait que, mais c'est ce qui fait qu'en fin de compte, tu fais de l'argent parce que tu crées la valeur. Tu crées de la valeur, ouais. Puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Il n'y en a plus. C'est pas vrai, là, je limite un petit peu en disant ça. Mais il y a beaucoup moins de deals où est-ce que profit à l'achat pur, brut et simple, parce que l'accès à l'information est trop facile. Tu es d'accord avec moi qu'avec Internet, maintenant, tu as accès à peu près tout. Fait que la plupart des gens, même les gens plus âgés, maintenant, ils sont capables de surfer puis se débrouiller avec l'Internet. Comme ma mère a dit, les Internets. Fait que tu sais, là, c'est plus difficile de tomber sur un deal brut, là, de dire, je l'achète, je peux le vendre demain. Je fais rien. Puis 100 000 de plus. C'est rare. Ça arrive encore, là, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plus rare à cause de l'information. Tandis que maintenant, tu vas acheter un deal où est-ce que les autres n'ont pas vu où est-ce qu'il fallait le développer. Quand tu achètes ce deal-là, c'est là que tu vas faire de l'argent, mais tu as un petit peu de travail à faire. Moi, j'appelle ça laisser un petit peu d'argent sur la table au vendeur. Le vendeur, là, il sait très bien que son immeuble, une fois maximisé, vaut 200 000 de plus. Fait que là, présentement, il demande 100 000 de plus que le prix parce qu'il dit, il y a un potentiel, puis je vais être payé un peu sur le potentiel.
c'est pas super. Moi, je suis plus du type, attends un peu, je vais développer le potentiel, je vais te le vendre 200 000 de plus. Mais la plupart des vendeurs, il est mieux pas développer le potentiel, puis juste faire, on va splitter le potentiel ensemble, puis je te le revends. Fait que c'est comme ça qu'il y a des bons deals. Exact. Puis, justement, ça m'amène à parler de Tony Robbins. T'es quelqu'un que je pense qu'il y a une plus grande progression une fois que tu as commencé à faire du développement personnel un peu. C'est quand que c'est arrivé dans ta vie? Pourquoi? Puis comment un peu là, ça a commencé un peu? Une couple d'années, on était au Palais des Congrès. Il venait faire genre un petit séminaire de 4 heures à peu près. Puis pour Tony Robbins, 4 heures, c'est pas gros. Là. Quand tu embarques sur un stage, des fois, c'est 12, 13, 14 heures en ligne. Tu es dans la salle toute la journée. Là. Fait que, il vient faire ça, puis ça m'a emballé. Fait que je dis à mon partner, on va le voir. Je check sur Internet. Il était à Londres, comme 2 semaines plus tard. Prends congé, on s'en va là-bas. Puis mon partner, il dit, ça fait pas, j'ai des formations. Fait que là, je pogne eBay sur mon iPad. Puis là, je check, il y a un billet à vendre pour Tony Robbins. Puis là, tantôt, j'ai parlé, il faut savoir saisir les signes. Un billet, je suis tout seul. J'ai dit, c'est à moi ce billet-là. Fait qu'il y avait comme une semaine de mise à l'enchère. Puis finalement, pour un billet qui valait 10 000 US, j'ai payé 2200 US. Un autre signe de la vie de dire, tu peux pas manquer cet événement-là. Puis, je suis descendu, puis j'étais arrivé à Londres, puis je me suis pris un Airbnb pas loin de là. Puis, j'ai passé 4 jours vraiment fantastiques à apprendre à me connaître, me débâtir, rebâtir mes pensées. Puis quand tu dis de débâtir, ça veut dire quoi, là, concrètement? Ce qu'on vit, les expériences qu'on vit, ça bâtit un personnage. T'es d'accord? Ouais. Puis c'est ça qui est difficile dans la vie, c'est que toutes les expériences que tu vis te font une carapace, te font te modèlent ta façon de penser. Puis ça, c'est qu'est-ce que tu as vécu. Mais à la base, t'es pas comme ça. C'est pour ça que les enfants s'émerveillent devant tout. C'est pour ça que les enfants... Fait que tu sais, ils apprennent comme à te ramener à ton cœur d'enfant, puis de dire, ben là, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien. Puis à repartir à partir de là quand tu sors de là. Fait que c'est un peu l'expérience que j'ai vécue, c'est de dire, tous les mauvais bouts que j'ai eus, les peines que j'ai eues, les difficultés que j'ai eues, ben, on les a toutes détruites tranquillement, pas vite. Fait que tu criais, tu pleurais, tu riais dans la même phrase avec Tony Robbins. Puis là, après ça, ben, c'est de rebâtir une confiance. Il te redonne de l'éducation pour que tu repartes sur des bases où est-ce que tu n'as plus aucune limite. C'est pour ça qu'il appelle ça « Unleash Power Within ». Fait que libérer le potentiel en toi, le pouvoir en toi. Ben c'est vraiment ça qu'il fait. Puis pour de vrai, il est bon en tabarouette. Là. Ouais. Puis, tu n'avais jamais fait de développement personnel avant ou si tu avais déjà lu un peu de livres? Non, j'en ai fait beaucoup. Ouais. Des lectures surtout. Là, j'ai une bibliothèque bien garnie. T'as-tu commencé à lire jeune ou vers quel âge à peu près que c'est arrivé moi, dans ton parcours? Moi, quand j'étais plus jeune, mettons de 8 à 14 ans, je vivais beaucoup d'intimidation. Fait que la lecture faisait partie de mon quotidien parce que dans ma chambre, il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est pas tous les jeunes qui avaient une TV 48 pouces dans sa chambre dans ce temps-là puis une console Nintendo. Mais moi, j'avais beaucoup de lecture. Fait que les livres dont vous êtes le héros, là, je les ai tous lus. La bibliothèque de l'école primaire puis de l'école secondaire, ben je me recueillais là souvent parce qu'il n'y a personne qui venait m'achaler. Fait que je les connaissais par cœur. Fait que j'ai lu beaucoup cette période-là. J'ai eu une période un petit peu plus bombe, mettons, là, de 14 jusqu'à 25, 26 ans. J'ai lu un peu moins, puis après ça, j'ai recommencé la lecture beaucoup. OK. Ouais. Puis vraiment, Tony Robbins a été comme un point tournant où est-ce que là, ça t'a permis là, j'ai compris des choses. Tu sais, les livres que je lisais, je les mettais en application, mais Tony Robbins a fait que c'est là que ça a développé à vitesse grand V. Puis je pense qu'on s'est rencontrés justement après dans les masterminds au Cercle de la Garnison. Exactement, dans le groupe Avego. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés. Puis c'est de la croissance personnelle aussi, tu sais. Ouais. Ça faisait partie de ça. Puis je pense, justement, je venais de revenir... de Londres, si je me souviens bien. Je venais de revenir de Londres comme ça. On était en juin au Cercle de la Garnison. J'étais allé à Londres au mois d'avril-mai. Ouais. Ça fait à peu près 3 ans depuis ce temps-là. 3-4 ans, ouais. Puis il y a beaucoup de choses quand même qui se sont passées depuis ton... vitesse grand V. Mes 3-4 dernières années, ben, je pense que j'ai bâti plus que mes 10 premières années en investissement. Wow. Évidemment, tu vas dire, il y a l'expérience. Tu as 10 ans en arrière de la cravate, c'est sûr que ça va aller plus vite. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a mon schéma de pensée, puis ma façon de voir la vie, puis ma façon de traiter les autres autour de moi. Tout ça aussi, ça a changé. Ouais. C'est un effet cumulé, là, en fait. Là. Comme tu dis, il y a le 10 ans, ça emmagasine des expériences. Puis quand tu es après Tony Robbins, ça a comme tout libéré un peu ce bagage-là. Ce matin, justement, d'autres, tu me dis ça, là, partage d'une tranche de vie. Je passe devant le bureau d'un comptable qui était prêteur privé qui m'avait amené au hockey à un moment donné, je te dirais, il y a 10-12 ans.
Puis on était au Centre Bell, puis on jasait pendant le match. T'sais. Des fois, les matchs sont plus slow un peu, fait on jasait de tout puis de rien. Puis il m'avait dit, écoute Jocelyn, la journée que tu vas commencer à avoir les tempes grises un petit peu, tu vas voir, toute ta vie va changer. Il dit, je te regarde aller, puis tu fais bien les choses. Puis tu sais, il voulait pas me juger ou quoi que ce soit, mais tu sais, je faisais les choses comme un jeune qui commence en affaires, puis qui fait de l'essai-erreur, puis qui a un petit peu une tête de cochon, puis que... Fait que lui, il avait bien compris ça. Il dit, la journée que tu vas avoir les tempes grises un petit peu, tu vas voir, tout va changer. Fait que là, ça fait 3, 4, 5 ans, là, je commence à avoir des cheveux gris, là, ça paraît un petit peu plus, puis c'est réellement, tu sais, tout change. On dirait que, puis je sais pas si les cheveux gris que les autres ont une autre relation avec toi, parce qu'ils se disent, ben là, il y a de la sagesse un peu dans le cheveu gris, il y a de la maturité, mais c'est exactement, tu sais, j'ai vu mes cheveux gris commencer à arriver ses tempes, j'ai fait, oh, c'est vrai, la business, ça change, la game, elle change, la façon que je parle aux gens change, ma façon aussi, ma discipline, puis la façon que moi, je me présente, ça change aussi beaucoup. Au niveau de la discipline, justement, t'es quelqu'un quand même qui a une bonne discipline, mais aussi qui aime aussi s'amuser, je crois. Oh, oui, on peut le dire. Je fais tout dans l'excès, moi. Ouais. Fait que c'est pour ça que je suis obligé d'avoir une extrême discipline, parce que je vais tout faire dans l'excès. On passe à la brosse, c'est dans l'excès. On va s'entraîner, c'est dans l'excès, je peux me faire mal. Fait que faut que je fasse... Autant quand je suis au gym, il faut que je fasse attention. Puis Alexandra va être contente. Là. Alexandra, souvent, va mettre plus de poids que moi. Alexandra est à la fin de la vingtaine, moi je suis au milieu de la quarantaine. Fait que je dis tout le temps à Alexandra, mais tu sais, tu me verras pas me faire mal, par exemple. Tu sais, le but quand tu fais de l'exercice, c'est de transpirer, ton système cardiovasculaire qui t'oxygène. Mais je vais vraiment pour ça. Je vais pas au CrossFit pour devenir le plus fort au monde ou gagner des compétitions. Je vais là m'oxygéner 3-4 matins par semaine. Okay. Fait que tu sais, j'ai appris, avant je le faisais compétitif, puis j'ai arrêté d'en faire, puis je me faisais trop mal. Mais tu sais, ma compétitivité me barrait de quoi que j'aimais beaucoup. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait fuck off, j'ai tout en mal partout, j'en fais plus. Fait que là, maintenant, j'ai appris à relativer, à être plus discipliné sur ces affaires-là. Puis tu sais, c'est de la discipline de ne pas mettre de poids. Je regarde la fille qui en met plus que moi, je fais comme, je suis capable, moi aussi. Là, ouais. Mais tu sais, je me dis, pourquoi je me ferais mal? Le but, c'est quoi? Que je sois capable de me battre avec un ours ou que je sois en santé? Je veux juste être en santé. Là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'ours encore dans le coin. Fait puis comment tu fais pour garder l'équilibre tout le temps comme ça? Ça fait longtemps que... Non, j'ai encore bien des affaires à travailler. Tu sais, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, les gens qui me suivent font comme « Wow, il est presque parfait, mais on montre juste les beaux bouts. » C'est un peu ça, les réseaux sociaux. Quand je donne un coup de pied, je pogne les nerfs après l'imprimante. Là, on ne le montre pas, ça. Là. Mon équipe le sait, puis il me le pardonne. Mais ça, on ne le montre pas, cette bout-là. Les bouts que je suis découragé, que j'ai besoin de me faire craquer par un associé, un partenaire ou un coach, parce que j'ai des coachs dans ma vie, j'appelle mon coach, puis là, je suis sur le bord des pleurs, puis je suis fatigué, puis ça me tente plus, puis il y a encore problème, puis là, ça me tombe. Tu sais, des semaines, les problèmes, ils suivent un après l'autre. Ouais. C'est lourd à supporter. Mais il n'y a aucun problème qui vaut la peine de se saloper à la vie. Ouais. Fait que quand les problèmes sont trop lourds, ben, j'ai des gens de confiance dans différents domaines, encore une fois. Puis ça, je pense que c'est ma seule vraie grosse force, c'est de savoir à qui m'adresser et avoir le bon réseau de contacts. Fait que je vais appeler soit Sylvain, je vais appeler Raymond, je vais appeler un ami. Puis là, je vais faire « OK, là, je suis à bout, là. » Ça suffit, là. Ouais. « OK, explique-moi. » Puis là, quand tu prends le temps de t'arrêter, relativiser sur tes problèmes, tu fais « Hostie, que c'est niaiseux. » Ton cerveau, à un moment donné, il amplifie tout parce que tu es fatigué, parce que ça ne te tente plus. Parce que... Fait que là, si tu en parles à un ami puis tu te relaxes, ben c'est sûr que ça va passer. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, une bonne brosse. Une bonne brosse, tu dors le lendemain à hangover en petite boule dans ton lit, puis le jour d'après, tu dis bon, faut que je me botte le cul et je recommence. Ouais. Puis, tu parles c'est ça, je viens de perdre mon idée, mais on va partir sur une autre question, ça va revenir. On va ouvrir de la bière, ça va. Ouais. Au niveau de c'est ça les problèmes. En fait, tu continues d'en avoir des problèmes. Des fois, les gens de l'extérieur voient le succès que tu peux avoir en surface, puis ils vont dire, OK, Jocelyn, c'est juste des différents problèmes. Exact. Puis tu n'arrêtes pas d'en avoir des problèmes. Fait qu'aussi bien apprécier ou ça trouver une façon de Ça peut être des problèmes avec autour, des associés, des problèmes humains. Ça peut être des problèmes de cash flow. Parce que, pas parce qu'on a 1000 portes qu'il n'y a pas de temps en temps des problèmes de cash flow. Tu sais, 4 toitures en même temps qui défoncent là, à coût de 40, 60, 70 000 la toiture. Hey, on prend l'argent où? On vient d'investir à telle place, puis il s'est passé ça, puis il fallait rembourser telle affaire. Fait que, tu sais, oui, il y en a encore des problèmes de cash flow, des problèmes de familial,
Tu sais, ça se peut que ça aille pas bien en famille à cause du travail ou même pas à cause du travail, juste à cause de toutes sortes d'affaires. Problème social aussi. Tu sais, à un moment donné, tu vois pas assez tes amis, tu t'ennuies d'eux autres, tu comprends pas où ta carence. Tu sais, tu parlais d'équilibre tantôt. Bien là, ça vient affecter toutes les sphères. Fait que c'est important, oui, à travailler l'équilibre. Puis tu sais, je te l'ai dit tantôt, je ne l'ai pas encore atteint. Mais je pense que j'ai atteint le seuil où est-ce que je sais qu'à un moment donné, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin de la famille, je dois mettre plus de temps dans ma business. On va doser un peu, là. C'est ça, on va doser. Mais l'équilibre, je pense que c'est un travail d'une vie. Ouais, on va le peut-être travailler que ça n'existe même pas. Ouais, c'est Il y ça. en a qui disent que c'est plus un balancier. C'est un balancier, c'est ça. Tasse-toi à droite, tasse-toi à gauche. Il va toujours falloir être à travail. Là. Un peu comme quand tu fais du ski ou du surf. Ta position là, n'est pas stable. Si tu restes fixe, à un moment donné, tu tombes. Pourquoi? Parce que ta surface, elle bouge, là. Ta montagne, elle bouge. Fait que si tu plies pas les genoux, tu tasses pas les épaules, ben tu vas tomber, c'est sûr. Ouais. Puis c'est inspirant pour quelqu'un qui commence, des fois, qui a juste un plus petit parc, qui a 5 portes, 10 portes, peu importe, qui commence en immobilier ou qui commence en business. C'est encore plus dur à ce moment-là, parce qu'on dirait que tu es plus isolé. Tu commences, tu as un moins gros réseau, tu connais moins d'histoire des autres. À un moment donné, François Bray, que je salue, il y a un gros parc quand même, François. Quand j'ai fait le coaching du Club des investisseurs immobiliers, lui, il avait déjà une couple de centaines de portes. Puis, c'est un gars qui m'a inspiré beaucoup. Puis, à un moment donné, j'ai fait comme... Ça fait longtemps que je n'ai pas vu François. Je m'amusais avec lui. Puis là, on avait des problèmes de gestion. Là. Pas des problèmes de gestion en tant que tel, mais on trouvait notre gestion lourde. Tu sais, on disait, ça coûte cher. Est-ce que notre monde, on les paye suffisamment? Peut-être c'est parce qu'on les paye pas assez, ou peut-être qu'on les paye trop, ils prennent ça pour acquis, ou comment est-ce qu'il faut faire pour les motiver, ces choses-là? Je dis, je vais appeler François. François, je te paye un dîner où tu veux. Il dit, viens me rejoindre. Je pense que tu es au Exki à Laval. Je dis, wow, ça me coûtera pas cher pour avoir des conseils. Fait que là, on s'en va là, jase avec. Puis là, il dit, Jocelyn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis j'apprécie venir manger avec toi. Mais tu devais avoir de quoi me demander. Fait que là, je sors mon téléphone. Je dis, j'ai une petite liste de questions. Fait une heure et demie plus tard, il répond encore super généreusement à mes questions. Puis tu sais, c'était des questions comme, tu payes comment tes concierges? Qu'est-ce que tu fais pour les motiver? C'est quoi ton... Puis là, plus qu'il répondait à mes questions, j'avais comme une vingtaine, une trentaine de questions, plus je me rendais compte qu'il avait les mêmes putains de problèmes que moi. Tu sais, là, il vivait la même affaire que moi, mais moi, dans ma tête, je me disais, lui, ça va bien ses affaires, puis là, moi, je suis focal parce que je trouve que c'est lourd. Ouais. Fait que quand je suis sorti de là, je suis revenu voir Eric, puis je lui ai dit, Eric, nos affaires vont super bien. Ouais. Ah non, ça va pas bien. Là, j'ai répondu qu'est-ce que l'autre m'avait répondu à chacune des questions, puis il fait, Chris, il y a les mêmes problèmes, nous aussi, là. J'ai-tu le droit de sacrer, moi? Ben oui, on a le droit. Ben oui, j'étais pas sûr. Tu sais, quand t'as un micro dans la face, tu te dis, il faut pas sacrer. Ouais. Fait que finalement, c'est ça. Là, j'explique ça à Eric, puis Eric, il dit, t'as raison, là, tu sais, on va tout le temps avoir un mauvais concierge, un ci, un ça. Mais tu sais, il faut juste réagir rapidement. Puis tu sais, changer un concierge, c'est de l'ouvrage, là. Faut que tu places une annonce, faut que tu passes des entrevues. On est tous paresseux un petit peu, fait qu'on t'offre plus longtemps. Il faut être proactif, c'est sa procrastination, le sacré dehors le plus vite possible. T'es mieux pas de concierge qu'un concierge qui te dit du jus. Es-tu d'accord avec ça? Ouais. Tu sais, c'est moins long d'aller laver le plancher que de m'astiner avec quelqu'un pour qu'il le lave, puis finalement le laver moi-même, là. Fait que on a appris à trancher un petit peu plus vite. Puis, tu sais, on va comprendre que la personne est peut-être en problème ou en difficulté, puis on va l'aider s'il faut. Mais quelqu'un qui n'est pas de bonne foi puis qui ne fait pas ses tâches, pourquoi tu travailles avec? Il m'a l'air de voir, c'est fini. Ouais. Puis il faut que tu acceptes qu'il va toujours avoir des problèmes. Ouais, le fait d'accepter ça dès le début. Quand tu acceptes ça, là, tout de suite en partant, c'est réglé. That's it. Facile. Facile de même. Facile quand on jase de même dans un studio tranquille, mais dans la vraie vie, ça va vite. À l'appliquer, exact, puis se le rappeler au quotidien. Parce que c'est ça le défi, c'est toujours de se le remettre en dessous du nez puis de dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce que tu viens de faire? Prendre une respiration. On le fait pas assez souvent, tu sais. Quand il se passe de quoi, là? OK, j'ai eu le temps de réfléchir avant de dire une niaiserie. Se mordre la langue, tourner la langue 7 fois. Tu sais, Tony Robbins en parle beaucoup, je pense, de la respiration, la posture. Posture, respiration, ouvrir la cage thoracique beaucoup. Fait que nice. Puis ton style de gestion, c'est quoi, toi, un peu? Je connais un peu ta réponse, mais... Tantôt, je t'ai dit, mon style de gestion, c'est focal gestion. J'ai du monde chez nous qui font de la gestion pour moi. Puis de s'entourer d'une bonne équipe. S'entourer de la bonne équipe de gestion. Parce que moi, c'est pas ça ma force. Ma force, c'est dans la vision. Ma force, c'est dans l'humain. Ma force, c'est dans la négociation. Ma force, c'est d'en trouver des solutions.
mais de mettre une structure cartésienne pour dire à tous les mardis, les vidanges sont sorties ici, ça, c'est pas mon fort. Quand est-ce que tu as découvert que toi, tes forces, c'était ça? Y a-tu un moment? Ça a-tu été Ben, je pense que tu le sais tout le temps. C'est juste qu'à un moment donné, tu penses qu'en tant qu'entrepreneur, tu t'obliges à faire tout parce que tu fais tout mieux que tout le monde, mais c'est pas vrai. Surtout dans les débuts, tu n'as pas le choix nécessairement. Oui, ben, tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas l'argent ou tu n'as pas le staff pour le faire, tu n'as pas l'équipe pour le faire. Mais à un moment donné, tu commences à avoir du succès, c'est quand tu te rends compte qu'il y a des gens qui, même s'ils ne prennent pas le même chemin que toi, vont arriver à des meilleurs résultats que toi. Puis ça, c'est dur pour l'ego un petit peu. Tu sais, quand tu as un petit peu de succès, là, parce que veux pas, j'ai quand même eu toujours un petit peu de succès. Tu sais, je m'arrangeais tout le temps un petit peu mieux que le monde autour de moi, puis je me disais, c'est grâce à moi. C'était pas grâce à moi. Je savais m'entourer, puis ça faisait que moi, je pouvais m'élever. Fait que, tu sais, quand tu comprends que c'est grâce à l'équipe que tu vas avoir autour de toi, puis c'est grâce aux autres que tu vas t'élever en haut des autres, ben, tu commences à leur donner un petit peu plus d'importance, puis ils t'élèvent encore plus haut. Tu sais, c'est comme ça que tu vas réussir. Parce que si tu penses que tout seul, tu peux tout faire, puis toujours prendre la gloire de tout. Tu sais, hier, on donnait un sac cadeau là, au pilier de l'immobilier. Puis je suis arrivé au bureau, j'ai mis le sac cadeau pendant le dîner, puis j'ai dit « pigez vos affaires ». Tu sais, j'ai rien gardé pour moi. C'est vous autres qui le méritez. Si je suis là, c'est grâce à vous autres, c'est à vous autres le cadeau. Mais j'ai dit « le trophée, je vais le garder ». Puis, c'est quoi tes trucs, justement, pour garder ton monde motivé, les garder, leur donner la reconnaissance? Le gin, le bon scotch. Le bon scotch, le gin. Reconnaître ces gens-là beaucoup, leur donner beaucoup de latitude. Les gens, là, ils ont besoin de... Je trouve pas le mot. Dans la pyramide de Maslow, en haut, c'est... L'accomplissement. L'accomplissement. Ouais. L'accomplissement, la reconnaissance, beaucoup plus que tout le reste. T'sais, ils ont besoin du reste, là, mais accomplissement, reconnaissance. C'est pas juste un bon salaire. Non, le salaire vient loin malgré ce qu'on pense. Parce que souvent, c'est sur le salaire qu'on va s'obstiner, c'est sur le salaire qu'ils vont s'en aller, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été reconnus à leur juste valeur longtemps qu'ils vont te demander où ils vont accrocher sur le salaire, tu comprends? Ouais. Fait que s'ils sont bien reconnus, si tu leur donnes la chance de faire de la créativité, si t'es pas tout le temps par-dessus leur épaule, puis tu sais, il y a une façon d'être par-dessus leur épaule puis de les aider à être meilleurs que de diriger puis de dicter ce qu'ils doivent faire. Ouais. Tu sais, quand tu arrives puis tu dis à quelqu'un « Hey, c'est de la merde ça, efface ça puis recommence », ou quand, tu sais, la personne qui fait une erreur dans ton équipe, là, elle sait qu'elle a fait une erreur. Tu es d'accord avec moi? Si tu l'as engagée, c'est pas une dummy, là, on s'entend. Elle sait. Donc là, c'est de trouver une façon qu'elle-même a dit c'était pas bon, puis de lui laisser réparer son erreur. Parce que là, elle va s'accomplir en réparant son erreur. Donc là, tu vas dire, écoute, ton erreur, c'est quoi? OK, c'est ça, parfait. Maintenant, comment est-ce que tu vas faire pour plus que ça arrive probablement, puis pour qu'on revienne au même résultat qu'on était avant l'erreur? Laisse-moi un peu de temps. Là, on va avoir le réflexe de lui donner la réponse, puis c'est pas ça qu'on va faire. Laissez le temps, elle va trouver la réponse. Si tu l'as engagée, ultimement, c'est parce qu'elle connaît la réponse. T'sais. Si tu l'as passé en entrevue, là, puis quand même qu'elle ne réfléchit pas, puis elle n'a pas la réponse aussi vite que toi, laisse-la gagner ce point-là. Quand elle va revenir, elle va être fière de te dire qu'elle a réussi à réparer la gaffe ou réparer le problème ou whatever. Puis elle ne pensera pas là, à son salaire n'est pas assez important. Mais si tu lui dis à sa place, puis tu l'as fait sentir comme une merde, même si tu lui as dit poliment, puis ton but c'était d'être constructif, bien, à un moment donné, ça va peser lourd, puis c'est là qu'elle va venir te voir et elle va dire « mon salaire n'est pas suffisant ». Puis elle va avoir appris aussi, comme tu dis. Exactement. Pendant le temps que tu la laisses faire, elle devient meilleure. Tu lui donnes la chance de pratiquer ses skills à penser aussi rapidement que toi. Tu sais, ça fait 25, 30... écoute, j'avais 9-10 ans, j'étais déjà en affaires, si on veut. Mais mettons, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur et j'ai 45 ans. Là. Ouais. Mais quand j'engage quelqu'un de 27 ans qui sort de l'université, là, ne peut pas penser à la même vitesse que moi, c'est impossible. Ouais. Tu sais, j'ai trop de longueur d'avance sur la façon dont je vais penser pour que cette personne-là puisse penser en même temps que moi. Puis tu sais, juste le fait que j'ai 45, elle a 25, j'ai l'expérience qu'il faut pour déclencher super rapidement. Mais si je lui permets de devenir meilleur, puis de devenir aussi... Elle va devenir plus rapide comme moi parce qu'elle a un background universitaire qui a donné les outils pour être plus brillant que moi à court terme. Puis tout le monde a du potentiel en dedans d'eux. C'est juste justement de réussir à l'exploiter. Je pense que le rôle comme entrepreneur, c'est d'exploiter le mieux possible le potentiel de tout le monde, puis le potentiel qui sont déjà en eux.
de faire ressortir le potentiel. Puis une autre chose, je pense, peut-être pour motiver ton monde, c'est d'avoir une mission inspirante. C'est quoi déjà toi, ta mission? C'est d'aider le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Il faut la dire d'un trait parce que sinon on manque de souffle. Puis je me trompe ou tu répètes souvent quand même. C'est quelque chose que tu es fier puis ça vaut la... Encore là, c'est dans les enseignements de Tony Robbins ou d'autres places que j'ai fait. La mission sert de guide, de point de repère à ton équipe. Fait que tu sais, si je suis pas là, puis il y a un meeting, là, ben t'écris sur le mur dans la salle de conférence. Il servait d'abord, est-ce que ça l'aide quelqu'un à se rapprocher de son rêve d'être libre financièrement? Non, parfait, on tasse ça, on passe à d'autres choses. Exact. Oui, ça l'aide de telle façon. Ah, OK, parfait, le projet est viable dans notre culture d'entreprise. Fait que c'est ça. Fait que ça devient comme un guide puis un repère que le monde, ça facilite les décisions, dans le fond. Soit que c'est bon pour ça, Ça facilite les décisions, ça l'enligne tout le monde sur le même chemin. Ça permet à ce que quand tout le monde n'est pas là, de tracer la ligne où est-ce qu'on s'en va. C'est bon aussi pour la notoriété d'une entreprise. On a une mission, nous autres. On s'en va vers tel point. Fait que tout le monde sait que ce qu'on fait, c'est pour ça. On va aider les investisseurs qui pourraient eux-mêmes vouloir se libérer financièrement. On va donner de l'information à un nouveau. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, bien, il sait que peut-être il peut passer son argent à quelqu'un d'autre. Donc, il va nous faire confiance parce que notre mission, c'est vraiment de les aider et non de juste faire une commission au passage. Là. Fait que, tu sais, la mission est vraiment importante. Là. Cool. Puis, au niveau de la négociation, je pense que c'est quelque chose que tu as une force que tu as développée avec le temps. Ouais. Selon toi, je sais que l'art de l'écoute, c'est bien important dans les négociations. Il y a deux règles, OK? C'est écouter beaucoup, puis le premier qui parle est mort. Fait que, tu sais, admettons que tu négocies, puis là, les courtiers, même on va, là. Mettons que tu négocies la rétribution du courtier. Tu sais, fait que là, tu vas dire, bon, ben parfait, combien tu veux comme rétribution? Là, il va dire, ben tu m'offres combien? L'autre, il va te dire, ben généralement, c'est 6 %. Là, tu fais comme, c'est bien trop cher, ça, mais ne parle pas. Laisse-les l'autre tout le temps se découvrir. Écoute, c'est trop cher, 6 %. Va pas à 5. Parce que peut-être qu'à 4, il est ouvert. C'est quoi le plus bas que tu vas aller? Ah, mais là, je vais aller à 5 %. OK, je trouve ça encore cher, je pense que je vais magasiner. Là, peut-être qu'il va dire, mais là, à 4, es-tu ouvert? Tu sais, ouais, je sais pas. Tu sais, fait que laisse-le parler. Fait que si moi, je dis en haut de 5, oublie ça, il va dire, parfait, moi, à 5, c'est correct. Là, je peux pas négocier, là, tu sais. Ouais. J'ai fixé une limite. Fait que ça, c'est de ne pas se fixer de limite. Celui, le premier qui parle, toujours mort. Fait que laisse tout le temps l'autre annoncer ses couleurs, puis il rechallenge ces couleurs-là. Parce que c'est impossible qu'il va te dire son prix plancher la première fois. Fait que si l'autre parle le premier, tu as un benchmark. Donc, c'est-à-dire close en bas de ça. Ouais. L'autre chose, c'est avant d'arriver à la négociation finale, comme ça, le premier qui parle est mort. Va chercher l'information. Écoute, qu'est-ce que tu vas faire comme courtage? Combien d'argent tu vas avoir à investir pour moi? Là? Ah, ben moi, j'en investis pas d'argent. Là. Tout ce que je fais, c'est gratis. OK. Tu viens de d'évaluer. Tu n'auras pas 4 %, c'est sûr et certain. Là. Fait que c'est ça. Va chercher le plus d'informations possible, puis pose des questions sur qu'est-ce qu'il va faire, puis lui-même va dévaluer son produit ou surévaluer son produit, puis tu vas pouvoir y expliquer où est-ce que toi tu penses que ça se situe. OK. Puis comment tu as développé, parce que quand tu es dans une négociation, justement, des fois, on est tenté de vouloir, tu sais, lui dit 6 %, tu es tenté de vouloir me dire, ben moi, ça serait à 4. Faut que tu aies une certaine forme de retenue, de patience. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou as-tu mords-toi là-dedans les joues avant de parler ou, tu sais, n'importe quoi. À chaque fois que tu arrives pour dire un mot, là, dis-toi qu'il est instinctif, ce mot-là. En période de négociation, il faut que tu fasses « Oh, je le dis pas tout de suite. Est-ce que je dis la bonne chose? » Puis, on essaie de meubler les silences. Ça, là, c'est tueur. Si tu arrives à être à l'aise avec le silence, tout le monde est mal à l'aise. Si on arrête de parler, à un moment donné, il y a tout le temps quelqu'un qui veut. Il y a du monde qui sont champions à meubler, à dire n'importe quoi juste pour meubler le silence. Mais si tu arrives à être à l'aise avec les silences, ton silence va te faire gagner plein d'affaires. L'autre personne, là, elle se met à penser. C'est à ton tour de parler, puis là, tu es là, Puis là, tu te dis, il ne faut pas que je parle trop. Qu'est-ce que... L'autre va dire, OK, finalement, à 3 % tu dis oui, juste parce que tu n'as rien dit. Ouais. Mais des fois, c'est plus dur rien dire quasiment que de... C'est vraiment plus dur, pas des fois. 90% du temps, c'est plus dur rien dire, mais c'est tellement payant. Tu sais, hier, justement, dans mon discours, là, je parlais à mon coach qui était là, de public speaker. Ce que j'ai le mieux fait dans mon discours, parce qu'il y avait de l'émotion, de l'excitation et tout ça, mais c'est mes silences.
sais, les bouts que j'ai apprécié le moment, puis j'ai pas dit un mot, c'est les meilleurs bouts de mon discours hier. Fait que, tu sais, Ça va captiver les gens. exactement. C'est ça qui a fait qu'à un moment donné, tu sais, la salle était très indisciplinée hier, on va se le dire. Un là. peu, ouais. Il y avait un bar dans la salle. Mais ce qui a fait que ça a arrêté de parler pendant que je parlais au micro, c'est que je prenais des pauses. Puis là, quand tu prends une pause, tu entends blablabla, tu ne l'écoutes pas, tu es en train de jaser. Là, tu entends une pause, tu te reviens d'abord, il change-tu le setup sur le stage? Qu'est-ce qui se passe? Il s'adresse-tu à moi? Il m'a-tu parlé? Puis là, je réponds pas, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, les silences, les pauses ont été super importantes dans ce discours-là. Puis je te dirais, dans la négociation, c'est la même chose. Les pauses, les silences que tu vas laisser. L'autre personne se demande vraiment qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrêtes de parler. Puis là, lui, son cerveau, sa cassette qu'on appelle, là, elle se met à jouer contre lui. Ça spin. Ouais. Il s'imagine des choses, puis tu sais, c'est la même chose pour moi. Il faut juste apprendre à contrôler ce petit mécanisme-là. Puis as-tu des trucs pour apprendre à le contrôler ou c'est juste la pratique? C'est de la pratique, c'est de la patience, c'est de ralentir le temps dans ta tête. Tu sais, laisse pas ton cerveau prendre le dessus. Ralentis le temps, parle-toi à toi-même. Tu peux répondre à ce que ton cerveau te dit. Tu sais, des fois, ton cerveau, il te sort une niaiserie, tu fais « Mon Dieu, j'ai bien innocent d'avoir pensé ça. » Ça arrive souvent, j'ai dit ça, là, tu sais. Moi, je suis vraiment, vraiment innocent. Tu sais, je le répète à haute voix devant mon monde, puis je leur dis hey, « Mon cerveau m'avait dit ça. » Fait que là, je me suis répondu ça. Ils trouvent ça bien drôle au bureau quand je fais des niaiseries de même. Mais apprendre à être proche de soi autant que ça, puis de s'auto-répondre à notre petite voix intérieure qui nous dit des niaiseries, là, c'est super important. Nice. Puis dans ton parcours, tu as commencé assez tôt, justement, à aller, t'as apparu dans les affaires, même en 2015, tu as été au Canal Argent. Ouais. À cette époque-là, là, quelque chose que je savais même pas. En général, comment tu as appris justement à développer ce côté-là de toi, d'être à l'aise devant le public ou d'être... Écoute, Canal Argent, là, ouais, on remonte, là tu l'as dit, le monde va aller YouTuber ça, là, mais c'était pas drôle. Allez pas voir ça. J'avais des vestons trop grands, puis j'étais tellement nerveux, tu sais, j'avais mes moites, je stressais avant d'aller là, j'étais pas bien préparé, tu sais, j'ai pas pris de cours en communication, là, moi, fait que quand j'arrivais, tu sais, c'était comme bien ad lib, puis 2-3 PowerPoint, puis là, les sacraments, je leur donnais mes PowerPoint, puis là, eux autres, ils décortiquaient tout, puis ils enlevaient plein d'affaires. Fait que là, quand moi, je voyais ça apparaître à l'écran, j'étais tout... C'est pas mon PowerPoint, ça. Mais tu sais, je reconnais certains éléments, mais là, ils ont tout fucké. Là, pendant que je pensais à ça, j'étais plus concentré. Fait que là, j'avais de l'air vraiment d'une bébête rare. Mais somme toute, ça a quand même bien été, là. J'ai fait avec Yvan Cournoyer, je l'ai fait... je pense que j'étais avec Jacques Lépine aussi. J'ai été avec un avocat. En tout cas, j'amenais des invités à un moment donné. J'étais rendu une machine pour amener du monde au Canal Argent. J'ai eu bien du plaisir. Je pense que c'est une douzaine de capsules que j'ai faites. J'en ai fait 4 ou 5 tout seul. Puis le reste, j'avais toujours un invité avec moi. Fait que je faisais comme un segment, l'autre faisait l'autre segment. J'ai amené Ghislain Rochelle aussi, mais on avait été là. Maintenant, c'est lui qui donne des capsules à radio et à télé aussi. Là, je pense à Salut Bonjour le matin, le samedi matin. OK. Ouais. Puis l'immobilier a pris beaucoup plus de place, je pense, au Québec. Au Québec, hein? Écoute, il y a plein de groupes. Immo Facile, Club des investisseurs immobiliers, Les Mordus, MREX, La Meute, là, avec La Meute, c'est MREX, Flip Academy, Carrefour Immobilier. C'est tous des beaux groupes. C'est tous des groupes qui ont des missions différentes, mais semblables. C'est-à-dire faire de l'argent avec l'immobilier. Fait que ça se rassemble tout autour des Mordus, cette gang-là, là, pour se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Fait que, c'est une belle effervescence qui ça permet. Je pense que c'est bon pour notre économie. Je pense que c'est bon. Tu sais, il y a des gens qui voient la compétition comme un mal. Moi, je vois ça comme un bien. Ça t'oblige à te démarquer et à être meilleur. Fait que, tu sais, si tu veux stagner dans la vie, va-t'en dans un marché où il n'y a pas de compétition, tu ne seras jamais bon. T'sais, évidemment, tu ne développeras pas tes forces. Il n'y aura pas de croissance dans le marché. Il n'y aura pas de croissance dans le marché. Il n'y aura pas de croissance dans ta façon de faire des affaires parce que tu vas... Tout le monde, quand on est dans notre zone de confort, ça devient plus confortable et on reste là. Puis à l'inverse, ben s'il y a beaucoup de compétition, là, puis tu veux vraiment faire ça dans la vie, ben, tu vas te démarquer. Tu vas te pratiquer plus, tu vas travailler plus fort. Nice. Puis maintenant, tu es rendu à combien de portes? On peut-tu le dire? Là? On est en fin 2019. Honnêtement, j'en ai aucune idée, mais mettons très, très proche de 800. OK. Tu sais, en mettant entre 7, 75 et 8, là, parce que, tu sais, des fois, j'ai des condos que je vais vendre, j'ai vendu un 4plex, j'ai racheté un 6, fait que ça bouge tout le temps, mais je suis sûr qu'on a un tableau en quelque part, je pourrais aller voir là, dans un Excel où ce que ça le dit en temps réel, mais faut pas oublier aussi que c'est pas tout dans la même compagnie.
Fait que, tu sais, là, j'ai une compagnie qui a 423 portes. J'ai une autre compagnie qui a 249 portes. J'ai une autre compagnie qui a 112 portes. Fait que là, tu sais, à un moment donné, tu fais comme laquelle qui est laquelle, je ne sais plus, là. Ouais. Mais tout ensemble, c'est entre 775 puis 800. Puis on est en offre d'achat sur les portfolios qui devraient nous faire dépasser le 1250 là, d'ici le printemps. Wow, super. Puis j'ai vu quelque part, je pense que ton objectif, c'est 5000 portes. Est-ce que c'est encore c'est la prochaine étape. Prochain palier, 5000. J'étais avec justement mes coachs puis mes partenaires cette semaine. Puis là, ils disaient, tu vois quoi, tu sais? Je dis 1 milliard de valeur en immobilier locatif. Ça, j'aimerais ça. Ce qui équivaut à peu près à 10 000 portes. Puis là, tu vas faire ça comment? Je vais me trouver des associés, tout simplement. Des gens qui veulent s'associer à moi. Puis, dans le fond, j'aimerais ça me monter moi-même à 5000. Puis après ça, la recette que j'ai faite, la donner à une couple de gars que je vais avoir développé dans mon réseau, que je vais te faire « Hey, j'ai confiance. Viens-t'en, toi, là. Voici comment je fais. » Je l'accompagne au début. Puis lui, il se monte un parc de 1000. L'autre se monte un parc de 1000. L'autre se monte un parc de 1000. Fait que j'aurais les pattes dans comme 10 000 portes en même temps. OK. C'est un bel objectif. C'est un bel objectif. Qui, je pense, est très réalisable. Je suis encore jeune. Puis si tu regardes une compagnie comme Capri, ils ont 55 000 portes au Canada. C'est 1/5. C'est pas effrayant non plus. Non, exact. Puis on est bien positionné en termes comme économie, puis au niveau de l'immobilier. On est un gros Québec, marché Canada, de locataires. Comparé au reste du Canada, là, le Québec, c'est beaucoup des locataires comparativement ailleurs. Fait qu'il y a beaucoup de logements à acheter et à développer. Là. Cool. Puis ça c'est, je pense que c'est important aussi d'avoir des objectifs tout le temps comme ça, élevés, parce que c'est ce qui te drive. Hein? Je sais pas si c'est-tu quelque chose qui... J'ai des conseillers, j'ai des associés, puis des fois, ils disent « Ah, toi, puis tes visions de grandeur. » Puis souvent, je leur réponds « Ben, gars, on va viser à la lune, dans le pays des cons, on va tomber dans les étoiles. » Fait que, tu sais, c'est mieux de faire ça que de viser des petites affaires, puis tout le temps être déçu de ta vie, puis de dire « Tu sais, ben oui, je marque mon coup 10 fois plus souvent que je réussis. » Mais quand je réussis un gros coup de circuit, tout le monde me dit « Ah, wow! » Mais c'est pas « wow! » Je visais bien plus haut que ça, puis j'ai manqué mon coup, tu sais. Fait que, tu sais, faut pas que tu t'imposes de limites sur qu'est-ce que tu peux faire, où est-ce que tu peux aller. Faut que tu t'imposes des limites, par contre, sur comment tu vas traiter les autres. Tu sais, c'est plus au niveau relationnel, puis sur la trace que tu vas laisser, c'est là qu'il faut que tu te laisses des limites. Ouais. Mais laisser des limites à ce que tu peux rêver. Hey, j'ai le droit de rêver à ce que je veux, là. Ça fait pas mal à personne, ça. Par contre, le chemin que je vais prendre pour me rendre à ce rêve-là, est-ce que ça va laisser des traces? Ça, il faut que tu fasses attention. Oui. Puis, c'est vraiment intéressant. On est rendu à combien de temps? All right. On a un heure, quasiment. Ouais, on a fait quand même pas mal le tour. En terminant, où est-ce que tu veux que les gens te suivent? J'imagine les mordus sur c'est Facebook, sûr qu'il y a la page des mordus. Tu as la page et le groupe des mordus, où est-ce que là, c'est très actif. J'ai commencé à développer ma page entrepreneur, Jocelyn Grégoire. Fait que, il y a une page que vous pouvez liker, Jocelyn Grégoire, où est-ce que souvent les publications plus type entrepreneur ou général croissance personnelle, on va les faire là puis on va les repartager des mordus. Puis ce qui est strictement immobilier va partir des mordus, va te repartager des mordus. Donc, cool. C'est pas mal la façon de me suivre via les réseaux sociaux, les blogs, les podcasts comme ici. J'essaie de me présenter le plus de place possible pour inspirer le plus de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Yes, puis je pense que tu réussis très bien. Merci, Just, d'avoir accepté l'invitation. Merci, mon chum. Puis, quand tu veux. Bonne nouvelle année à tout le monde. Salut, à la prochaine. Yes, sir. Bye-bye, tout le monde.